Excellence, Monsieur Emmanuel Madingar. Excellence, Monsieur Achef Ibn Oumar. Honorable député, Monsieur Ali Philippe Traini. Honorable député, Monsieur Oumar Oucha Toroudi. Monsieur le directeur de l'école militaire de santé représentant le COM-GENIA. Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service de l'ENA. Mesdames et messieurs les membres du corps enseignant de l'ENA. Chers élèves, distingués invités, en vos grades et qualités, bonjour. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner le programme de notre activité. Dans un premier temps, nous allons donner la possibilité au directeur général de l'ENA de donner son mot de bienvenue. Par la suite, il y aura un développement sur le thème le processus de décolonisation du Tchad par le docteur Mohamed Saleh Yacoub. Suite à ce développement, le docteur Ousmane Ouzibé prendra la parole pour vous donner de plus amples détails sur la République et la succession des républiques au Tchad. Par la suite, le docteur Mohamed Saleh Yacoub reprendra la parole pour donner les informations sur les différents symboles du Tchad et leur signification. Suite à cette phase, le capitaine Dingatoloum Luc pourra vous expliquer le drapeau et il y aura la cérémonie de levée des couleurs. Après toutes ces phases, ce sera la phase des échanges, puis vous pourrez enfin assister à l'exécution de la levée des couleurs et à l'hymne national. À la fin, ce sera la photo de famille. Je vais laisser la parole au directeur général de l'ENA qui sera modérateur. Merci. Excellence, Monsieur Emmanuel Madingar, ancien Premier ministre du Tchad. Excellence, Monsieur Achef Ibn Oumar, conseiller diplomatique du président de la République. Honorable député Ali Philippe Traini, ancien élève de l'École nationale d'administration. Honorable Ouchar Tourgoudi, doyen d'âge de l'actuelle législature de l'Assemblée nationale. Monsieur le directeur de l'école de santé militaire représentant le COM-GENIA. Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service de l'ENA, mesdames et messieurs les membres du corps enseignant, chers élèves, distingués invités. Le 28 novembre 1958, il y a de cela 61 ans exactement, que notre pays fut proclamé République. Cette proclamation établit l'acte de naissance de notre pays parce que c'est à cette occasion que le Tchad naquit véritablement comme une entité moderne et organisée. Depuis, notre pays a grandi. Il a connu une enfance difficile, suivie d'une période d'adolescence délicate. Une période qui s'est illustrée par de nombreuses crises qui ont jalonné son passé et compromis son développement. Quoique pénible, notre pays a continué à grandir au point de dépasser les années difficiles pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Depuis 1990, grâce à l'esprit républicain de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, grand artisan de la démocratie, notre pays se porte beaucoup mieux. Comment est-il, diriez-vous certainement? Eh bien, s'il fallait emprunter quelques adjectifs qualificatifs qui se trouvent dans notre hymne national pour désigner ce qu'est notre pays aujourd'hui, je dirais que c'est un adulte joyeux et pacifique qui célèbre son 61e anniversaire aujourd'hui. En effet, cet anniversaire est célébré le 28 novembre de chaque année. Pour cette année qui marque le 61e anniversaire, l'École nationale d'administration veut également célébrer cette journée en organisant la présente conférence débat dont le but est d'expliquer de manière précise le processus qui a abouti à l'indépendance du Tchad, notamment à la proclamation de la République, mais aussi de donner un aperçu sur les symboles d'une République, c'est-à-dire les armoiries, la devise, le drapeau, l'hymne national, etc. Pour ce faire, nous avons mobilisé 3 éminents panélistes, et j'ai saisi l'occasion pour les remercier chaleureusement d'avoir accepté d'animer ce panel. Il s'agit d'abord de Dr Mohamed Saleh Yacoub, qui est un grand historien, actuel directeur de l'école normale d'Abéché, diplômé de l'université de Paris-Sorbonne, qui a occupé aussi plusieurs postes de responsabilité, notamment dans les milieux universitaires.
Dr Oumassal Yacoub abordera le processus de la décolonisation du Tchad et présentera les différents symboles de l'État ainsi que leur signification. Ensuite, Dr Ousmane Ouzibé, universitaire, juriste et politologue, actuel conseiller juridique du ministre des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication et également enseignant à l'ENA, déclinera le concept de la République à travers une définition théorique, ainsi que les différentes républiques qui se sont succédées dans notre pays. Enfin, le capitaine Luc Méo, officier au GENIA, va pour sa part axer son intervention sur la présentation du drapeau et la cérémonie de levée de couleurs. Pour donner un cachet particulier à ce moment historique de notre République et éveiller les fibres patriotiques qui sommeillent en chacun d'entre nous, l'ENA a jugé opportun de prendre une décision dès aujourd'hui, rendre vivant l'enthousiasme patriotique en instaurant une journée civique. Une journée civique obligatoire. Se tenant chaque lundi de la première semaine du mois, cette journée réunira tous les élèves, l'ensemble du personnel administratif et tous les agents de sécurité détachés à l'ENA afin de procéder à une cérémonie de levée de couleurs. Cet exercice permettra entre autres de renforcer le civisme chez les élèves et le personnel de l'ENA, de faire respecter les symboles de la nation et de mobiliser ainsi que de conscientiser la responsabilité de chacun vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de la nation. L'ENA, fille aînée et épine dorsale de la République, doit toujours donner l'exemple. Puisque cette République que nous chérissons est une République laïque, une indivisible. Elle ne tolère aucun sectarisme, aucune division, aucun fanatisme religieux et surtout pas la promotion des contre-valeurs. Car comme l'a toujours rappelé l'historien et poète belge Félix Bogart, l'amour de la patrie est la force vitale d'un peuple. Que ce sentiment s'affaiblisse en lui, et bientôt, comme un vieux tronc d'arbre, la sève se tarit et se dessèche, et elle meurt. À la suite de cette déclaration, j'aimerais nous suggérer de faire en sorte que ce sentiment patriotique soit constant, pour que notre vitalité en tant que citoyen ne s'amenuise guère. Entretenons donc ce sentiment patriotique, préservons-le, cultivons-le, et surtout mettons-le au service de notre pays afin qu'il puisse avancer en chantant, comme pour reprendre une fois de plus une expression de notre hymne national. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers élèves, avant de clore mes propos, j'aimerais nous rappeler qu'à la fin de cette conférence débat, nous aurons un acte citoyen symbolique, hautement symbolique, une sorte de communion dans la cour de notre temple du savoir. Vous l'aurez deviné, il s'agit d'une séance collective de levée de couleurs qui sera dirigée par notre grand officier, le capitaine Luc Méo. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne conférence. Vive l'ENA, vive la République. Je vous remercie. Comme annoncé dans le programme, je vais essayer de faire également modérateur. Nous invitons à présent Dr Oumassal Yacoub pour démarrer la première partie de sa présentation. Excellence, Monsieur Emmanuel Nadinga, ancien Premier ministre, Monsieur l'honorable député Ali Kouloutou Tchaïni, Excellence, Honorable Ocher Togoudi, doyen de la législature actuelle, Monsieur Acher Ibnouma, conseiller diplomatique du président de la République, à la présidente de la République, Monsieur le représentant du COM GENIA, Monsieur le directeur de l'ENA, Monsieur le responsable de l'École nationale d'administration, chers invités, chers élèves. Tout d'abord, je voudrais remercier l'ENA de m'avoir invité à m'exprimer devant vous concernant cette période importante de la vie de notre République. Évidemment, en tant qu'historien, je voudrais d'abord commencer par ce qui s'était passé avant. Comme vous le savez, le Tchad, l'espace actuel du Tchad, qu'est-ce qu'il contenait déjà avant que la colonisation n'arrive? Nous avions donc 3 grands royaumes qui étaient donc dans cet espace tchadien,
le Kanem, Borno, le Wagirni et le Ouattara. Et donc, la création du Tchad actuel est une émanation extérieure, c'est le résultat de la colonisation. C'est-à-dire que nous n'avons pas venu ici de l'ensemble des détails, mais à la suite de la conférence de Berlin, où donc il y a eu un partage des différentes colonies africaines, un partage approximatif avait eu lieu, et donc il s'agissait d'aller sur le terrain. Et le Tchad, dans ses frontières actuelles, donc, comme je disais, est une création de la colonisation. Il était d'abord, à la suite de la bataille de Koussiri du 22 avril 1900, il était d'abord proclamé territoire militaire du pays et protectorat du Tchad par décret du 5 septembre 1900. Puis il fut intégré à l'Afrique équatoriale française, avec comme capitale Brazzaville. Vous savez que les colonies françaises d'Afrique ont été organisées en deux entités principales, Afrique équatoriale française et Afrique occidentale française, avec Dakar comme capitale. Nous, le Tchad, nous étions donc dans cette Afrique équatoriale française. Et c'est en 1920 que le Tchad est devenu une colonie. Ensuite, il y a eu des fluctuations territoriales. Pour arriver aux 1 284 000 km que nous connaissons, ça n'a pas été toujours le cas dès le début. Je disais que le Tchad a été proclamé déjà territoire militaire, mais avant son occupation, juste au lendemain de la bataille de Koussiri. Et donc, il a fallu quelques années pour que, par exemple, à Déché, le pouvoir colonial est arrivé le 2 juin 1909. À Faya, il est arrivé en 1913. Et donc, l'assiette territoriale s'est formée en 1920. Mais cela veut dire qu'aussi, il y a eu quelques fluctuations. Vous savez que le moyen Chari actuel était dans l'Oubangui Chari, c'est-à-dire la RCA actuelle, jusqu'à une certaine période. Le Tibesti occidental était dans le Niger. Le bec du canard était avec le Cameroun. Et donc, vous voyez, pour qu'on retrouve l'assiette définitive actuelle, et on a eu une affaire qui après n'a pas marché, c'est l'affaire d'Aouzou, où une tentative, enfin, un processus de détachement de la bande d'Aouzou pour la rattacher à la Libye actuelle, ancienne colonie italienne. Et donc, celle-ci n'a pas eu lieu, il y a eu les rebondissements que vous connaissez. Pour ce qui concerne donc le processus de décolonisation des États africains en général, de l'Afrique en général, nous avons eu un événement extrêmement important, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui a éclaté en septembre 1939, très rapidement, la France a été en grande partie occupée et le général de Gaulle a lancé son fameux appel du 18 juin 1940 à partir de Londres pour appeler les Français à continuer la résistance. C'est du Tchad, c'est-à-dire le 26 août 1940, que Félix Eboué, gouverneur du Tchad de l'époque, était le premier à se rebeller contre le gouvernement central français, c'est le gouverneur de Paris, pour se rallier au général de Gaulle. Et cette réponse a joué un rôle extrêmement important parce qu'il a entraîné une cascade de ralliement au général de Gaulle et c'est au Tchad, plus précisément à Fort-Lamy, que la résistance s'est organisée au camp qui portera plus tard le titre du camp Koufra, et est parti la colonne Leclerc pour livrer la première bataille contre l'axe Allemagne-Italie à Koufra. Koufra est au sud de la Libye. Donc, les premiers soldats sont partis du Tchad, sont arrivés en territoire libyen actuel, c'est-à-dire à Koufra, et c'est la première victoire des Alliés dans cette guerre. C'est pour cela que par la suite, le camp dans lequel les premiers soldats ont été entraînés a pris le nom de camp Koufra.
Cette colonne a continué plus tard et d'autres pays se sont ralliés et on a formé ce qu'on appelle la deuxième division blindée au Maroc. Et c'est cette armée qui est arrivée jusqu'à libérer Paris. Paris a été libéré par des soldats qui sont partis du Tchad. Vous voyez, quelque chose d'extrêmement important. Nous avons un ancien combattant qui est maintenant décédé à la personne de Dana, voilà, qui donc avec M. Abdoudou Arfil, il a parlé donc de l'organisation de ces soldats et du rôle que la deuxième division blindée a joué avec sa fameuse chanson patriotique après le Tchad, l'Angleterre et la France. Donc ainsi c'est cette deuxième guerre mondiale qui est l'élément déclencheur de l'émancipation des peuples colonisés par la France. Et à la fin donc de cette guerre, on est arrivé à un changement important. On a eu ce qu'on appelle la conférence de Brazzaville, qui a eu lieu en février 1944, et puis le général de Gaulle a voulu mettre en place une nouvelle constitution. Et cette constitution a beaucoup traité des colonies. Voilà ce qu'on dit dans le préambule. La France forme avec les pays d'outre-mer une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion, fidèle à sa mission traditionnelle. La France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires. La loi du 7 mai 1946 étend la citoyenneté française à tous les résultats du territoire d'outre-mer sans porter atteinte à leur statut personnel. Alors qu'entre 1900 et 1946, les populations des colonies étaient des sujets, qu'on appelait des indigènes, eh bien, les lois constitutionnelles de 1946 seront la première étape qui préparera la décolonisation. C'est-à-dire c'est à partir de ce moment qu'on a le droit de voter, qu'on a le droit de créer des partis politiques, des syndicats, effectivement participer à la vie politique et sociale générale. La deuxième étape la plus importante est celle de ce qu'on appelle la loi cadre de 1956, qui donc amplifie, donne encore plus de liberté, parce que entre 1946 et 1956, c'était ce qu'on appelle le double collège. On avait une chambre pour les indigènes, pour les locaux, et une chambre pour la métropole. Et on a aussi créé ce qu'on appelle les assemblées territoriales. C'est un élément extrêmement important et on est arrivé à voter une loi, celle de la constitution provisoire. Avant d'en arriver à la conclusion, je voudrais donc relater ce qui s'était passé ce jour-là, ce 28 novembre 1958. Il s'agissait d'un élément qui est arrivé après un autre qui a eu lieu le 28 septembre 1958, c'est-à-dire le référendum. Il s'agit pour les peuples colonisés de se prononcer sur leur sort. Est-ce qu'ils veulent rester dans la communauté ou bien avoir l'indépendance tout de suite? Seule la Guinée, Conakry, avait voté non et a eu son indépendance tout de suite. Les autres sont restés dans ce qu'on appelle la communauté franco-africaine qui a été créée donc en 1946. Et donc, cette décision a été prise au sein du Parlement. Et donc, l'acte de promulgation a été signé par le dernier gouverneur français du Tchad à l'époque, qui s'appelle M. René Troadec. Et à partir de là, on a commencé à donc former ce qu'on appelle des gouvernements provisoires. Pour la première fois, les Tchadiens entrent dans l'exécutif. Et l'Assemblée prend le nom d'Assemblée législative constituante, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Et le Conseil de gouvernement provisoire devient
gouvernement provisoire avec ce qu'on appelle l'autonomie interne complète. Et là, nous allons connaître 4 gouvernements provisoires. Le premier gouvernement sera formé le 8 décembre 1958 avec Gabriel Lisek comme Premier ministre. Il sera composé de 17 membres. Donc on voit à peu près les gens qui étaient les premiers à être ministres au Tchad. Voici la liste. 17 membres. Évidemment, vous aurez constaté que c'est pratiquement tous les leaders politiques qui étaient un gouvernement d'union. Mais malheureusement, ce gouvernement ne va pas durer longtemps. Et 2 mois plus tard, le 10 février 1959, il sera renversé et c'est Saoul Bagontome qui devient Premier ministre. 1 mois plus tard, ce gouvernement sera renversé et c'est Ahmed Koulamala qui devient Premier ministre. 12 jours plus tard, il sera renversé et c'est François Tobalbaye qui devient Premier ministre. Vous voyez, en 4 mois, nous avons eu 4 gouvernements et c'était vraiment l'instabilité qui règne. Et donc, on n'a pas eu le temps, aucun gouvernement n'a eu le temps d'exécuter son programme. Et donc, on n'a pas pu savoir ce qu'il fallait faire. Et avec le 4e gouvernement provisoire, François Tobalbaye va très rapidement changer les règles du jeu. C'est-à-dire que le Premier ministre n'est pas nommé par une majorité de parlementaires au sein du Parlement. Et donc, ce qui va faire on aura une certaine stabilité et on aura une première constitution dont parlera mon collègue tout à l'heure, la constitution du 31 mars 1959. Et c'est avec Tobalbaye qu'on va arriver jusqu'à l'indépendance. En juillet 1960, on aura ce qu'on appelle les négociations de l'indépendance. Le Premier ministre tchadien de l'époque, François Tobalbaye, se rendre à Paris et ils vont signer avec le Premier ministre français les conditions dans lesquelles on va donc octroyer l'indépendance. Et on va arriver à l'indépendance dans la nuit du 10 au 11 août 1960, toujours avec Tobalbaye comme Premier ministre. La France enverra comme délégué le ministre de la Culture, qui s'appelle André Malraux. Et c'est là que le président Tobalbaye, dans la nuit du 10 au 11 août 1960, exactement à minuit, va proclamer l'indépendance, le fameux discours dans lequel il dit: je proclame que le Tchad est indépendant et souverain. Avant de revenir tout à l'heure sur les étudiants, voilà les 2 images de M. André Malraux, qui dans son discours va rappeler évidemment le rôle que le Tchad a joué, c'est-à-dire le pays qui a le premier répondu par oui au général de Gaulle pour lancer la résistance, etc. On est des pays amis, etc. Et François Tobalbaye va proclamer l'indépendance. Donc, je passerai la parole à mon collègue Ousmane Djidé pour vous parler. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la première loi constitutionnelle du 4 octobre 1958. Il va partir de là et verra le processus de changement au fur des républiques. Merci, Monsieur le conférencier Mohamed Salou Yakou. Excellence, Monsieur Emmanuel Nadinga. Excellence, Monsieur Achek Ibn Oumar. Honorable député, le doyen d'âge, Bouchar Tourgoudi. Honorable député Ali Kouloutou Tchaïni. Monsieur le ministre, je pense ici à mon collègue, le ministre Ahmed Dida, le ministre de la fonction publique, Monsieur
Ça arrive, hein. Voilà, vous voyez, je voulais changer un peu l'ambiance de la salle avant d'entrer dans la matière. Alors, c'est pour moi un plaisir, mesdames et messieurs, distingués invités, monsieur le directeur général de l'ENA, c'est pour moi un plaisir, autant qu'un honneur, d'avoir à contribuer pour l'éclairage de l'histoire de notre République, dont l'exercice aurait certainement été plus laborieux, voire périlleux, si les qualités avérées de l'histoire de la construction de notre grande et modeste République n'étaient déjà invitées au piédestal de la postérité. C'est toute la question qu'il faut se poser quand nous nous réunissons dans un amphithéâtre pour essayer de se remémorer de l'histoire de notre pays. L'initiative d'une journée citoyenne pour célébrer l'anniversaire de la proclamation de notre République est un acte civique à saluer, mais aussi un devoir moral à conserver. Monsieur le directeur général de l'ENA, trouvez ici mes sincères gratitudes pour ces belles et nobles initiatives. Je voudrais poursuivre en disant, nous avons préféré faire l'éclairage sur l'histoire de notre République qui s'est vue au quotidien, tout comme celle qui nous a foisonnés et celle en cours de construction, et même celle qui a abouti à la formation de la 4e République. Alors, ressortir l'histoire de notre construction juridico-politique nous amène certainement à un devoir moral pour les chercheurs que nous sommes, afin de servir d'aiguillon dans notre perspective républicaine, c'est-à-dire dans ce amphithéâtre, je constate qu'il y a deux générations de Tchadiens. Il y a la génération de ceux qui ont construit l'État pendant les indépendances et ceux qui apprennent les rudiments d'une démocratie récente. Je parle sous le contrôle de certains doyens parmi nous ici, en l'honneur de l'honorable Ouchar Togoudi. Pour la première génération, c'est-à-dire ceux des indépendances, il y a tellement de choses qui peuvent être dites sur l'histoire de construction juridico-politique de notre République. Mais pour la génération des démocrates, on constate juste l'histoire telle que l'ont voulu les anciens et telle qu'ils l'ont conduit de la proclamation de la République jusqu'à l'instauration démocratique. Mais malheureusement, heureusement autant pour moi, la pédagogie de l'essentiel se concilie peu avec le débordement futur de circonstances historiques comme c'est le cas en ce moment. C'est cette orientation majeure d'un devoir moral intergénérationnel qui nous a permis de resituer notre histoire. Je voudrais très rapidement passer au plat de résistance. C'est quoi la République? La définition de la République. La République désigne un mode de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par des personnes élues. Une république est antinomique à une monarchie héréditaire, mais n'est pas toujours synonyme de démocratie. La République en 2019 est la forme de régime politique la plus répandue au monde. Sur 197 États que constitue actuellement l'Organisation des Nations Unies, il y a au moins 151 qui constituent des républiques. Sur le plan étymologique, l'étymologie du mot république provient du latin res publica, la chose publique. Ce qui donne également un autre sens. La République peut être confondue à un gouvernement, la politique et enfin même à un État.
C'est ça la République. Je voudrais à ce propos vous rappeler un peu l'histoire. La République a pris alors le sens de la communauté. Nous sommes purement dans une tradition juridique, dans ce que je suis en train de vous donner, c'est différent de ce que mon collègue tout à l'heure présentait en termes d'histoire. Donc la République, à partir de cette définition que je donne, a pris le sens de la communauté. Pendant la Révolution française de 1789, en référence à la République romaine de l'époque, qui s'est établie à la suite de la monarchie, le régime politique qui a fait suite à l'ancien régime en France fut baptisé simplement République. Et le 21 septembre 1792, la première République était née en France. Parfois, c'était confondu à la monarchie parce que Napoléon Bonaparte, l'empereur français, se confondait parfois aussi comme président, mais aussi comme empereur. Voilà un peu une conclusion qui peut être éclairée dans l'esprit de ceux qui nous suivent. Autrement dit, il y a des différences entre les appellations des républiques. Vous allez trouver pendant la guerre froide des républiques populaires souvent désignées comme des régimes totalitaires. Alors, notamment, généralement, on retrouve ça dans les États communistes. L'URSS de l'époque, vous allez trouver des républiques populaires, tout comme la Chine. Et il y a une aussi différence qu'il faut souligner, c'est l'appellation des républiques islamiques, qui sont des formes de gouvernement, prises par un État qui n'a pas de monarque, où la gouvernance s'aligne sur le dogme de l'islam. C'est le cas aujourd'hui en Iran, en Afghanistan et au Pakistan. Ainsi défini, le mot république nous renvoie à la proclamation de notre république, c'est-à-dire celle du Tchad, dont parlait tout à l'heure Dr Mohamed Saleh Yacoub. Alors, à ce niveau, il y a deux étapes. C'est ce qu'il vous a présenté. La première étape, c'est les actes constitutionnels de l'Assemblée législative constituante. Cet acte est celui du 4 décembre 1958, promulgué le 6 décembre 1958, et un compatriote d'origine antillaise qui s'appelle Gabriel Lisette, que vous avez vu la photo tout à l'heure. Vous êtes projeté, c'est le premier acte constitutionnel du 4 décembre 1958 qui a été délibéré au Parlement, et le président du Parlement de l'époque s'appelait Saoul Bagonchome. Le 6 décembre, cet acte a été promulgué. Le 8, la tête du gouvernement a été prise par Gabriel Lisette. Il y a eu un deuxième acte, c'est celui qui a été voté juste 2 mois après, c'est-à-dire à partir du 10 février 1959, il y a eu un nouveau gouvernement. Et l'ancien chef du Parlement, M. Saoul Bagonchome, a renversé M. Gabriel Lisette pour prendre sa place à la tête du gouvernement provisoire de la République. Comme le disait tout à l'heure l'historien, un troisième acte constitutionnel a été voté et promulgué le 13 mars 1959. Également à ce niveau, un autre Tchadien qui a créé un parti qui s'appelle le PSIP, à la personne de M. Ahmad Koulamala, qui a renversé M. Saoul Bagonchome. Juste, il a mis 10 jours à la tête du gouvernement. Et lui, à son tour, a été renversé par le jeune secrétaire du parti progressiste tchadien, PPT-RDA, M. François Tombalbaye. Celui-là va constituer un grand monsieur pour notre République. Parce qu'à partir du troisième acte, quand il va prendre le pouvoir, il va tout de suite mettre une commission constituante au sein du Parlement pour rédiger notre première constitution qui va voir le jour le 31 mars 1959. C'est-à-dire, entre le 4 décembre 1958 jusqu'au 24 mars 1959, où Tombalbaye a pris la tête du gouvernement, il n'y avait pas encore de constitution. Nous évoluons de acte constitutionnel en acte constitutionnel, et il y a eu 4 fois, comme il l'a souligné tout à l'heure, en espace de 2-3 mois, on a eu 4 premiers ministres.
Évidemment, Tombalbaye, il faut reconnaître que pour nous, qui ne connaissons pas cet homme, il a été un grand homme d'État dans ce pays, en ce sens que il a d'abord fait la guerre en interne au sein du Parti progressiste tchadien pour chasser deux de ses aînés, Gabriel Lizet et un autre qui s'appelle Bourangaba. Le deux, au sein le courant idéologique au sein du PPT-RDA, à l'époque, il y avait les nationalistes et ceux qui devaient obéir à Paris. Alors Gabriel Lizet incarnait un peu la France qui répondait à Paris. Tombalbaye était de ceux Tchadiens nationalistes qui voulaient voir un Tchad libre, indépendant et souverain. C'est pourquoi vous allez voir dans son discours tout à l'heure qui est Jésus et vous allez projeter, il a déclaré l'indépendance, bien sûr avec M. André Malraux, mais avec des mots très forts. Donc, Tombalbaye va évoluer dans sa prise de pouvoir. Le 28 novembre 1960, il va réviser la Constitution et mettre les bases d'un État fort, indépendant et souverain, comme on le dit, avec des règles électorales qui vont se projeter en 1962. Alors, l'acte constitutionnel du 28 novembre 1960 va peut-être préparer un code électoral, des règles du jeu. Tout ça, comprenez qu'entre le 4 décembre 1958 et jusqu'au 16 avril 1960, où nous aurons une deuxième constitution, le Tchad était dans un régime purement parlementaire. C'était un régime parlementaire. Celui qui remportait le Parlement devenait Premier ministre et contrôlait l'action gouvernementale. Donc, en 1962, un virage s'est opéré dans l'histoire de notre pays. C'était quoi? Ce virage, il est essentiel. Pourquoi? Parce que la Constitution du 16 avril 1962 a permis au premier président Garta Tombalbaye de rayer de la carte du système politique tchadien le multipartisme intégral qui existait depuis la proclamation de la République. Depuis 1958, il y avait des partis comme le GIR, le PSIT de M. Koulamala qui est devenu MSA, Mouvement Socialiste Africain par la suite. Il y avait plusieurs partis politiques, y compris le premier chef de la rébellion tchadienne qui s'appelait Ibrahim Abacha. Je ne maîtrise pas le nom, peut-être que les anciens vont témoigner. Il avait un parti, mais il n'a jamais gagné les élections à cette époque-là. Alors l'évolution va nous conduire au 16 avril 1962, où Tombalbaye va voter une constitution. Et en mai, une première élection présidentielle où il va remporter son premier septennat. Il sera élu en mai 1962. Cette constitution-là va supprimer le multipartisme intégral et la racine même du présidentialisme tchadien fort va naître à partir de 62. Puisque Tombalbaye va, à travers le PPT-RDA, ériger le seul parti unique sur le territoire national du Tchad. C'est-à-dire que tous les autres partis seront interdits de fonctionnement. Par conséquent, vous voyez la Constitution de 1962, on peut dire en termes philosophiques, c'est la racine des mots tchadiens. Tous nos mots commencent là. Puisque vous interdisez l'expression politique, les autres partis qui existaient, certains avaient pris la route pour l'exil. Le cas de M. Ibrahim Abacha, qui ne trouvait plus la place pour s'exprimer. Je vous fais l'économie des autres acteurs politiques. Alors, le PPT-RDA va rester sur la scène politique tchadienne comme un parti unique. Maintenant, 62, 63, une frustration sur le plan fiscal va naître à Mangalmé. Mangalmé, où des paysans se sont révoltés contre le poids de l'impôt vis-à-vis de la capitale N'Djamena. Il semblerait que dans l'histoire, peut-être que si mon collègue va rappeler, même des membres du gouvernement ont été assassinés à cette époque-là. Alors, Tombalbaye, à partir de 65, va connaître les affres des prémices d'une guerre civile qui était naissante.
Et profitant de mécontentement des paysans de Mangalme, Ibrahim Abacha va rallier le Soudan et à partir d'une ville qui s'appelle Niala, va constituer le vivier, sinon la source même de notre premier mouvement armé qui fut le Frolina. Il y a des membres dans cette salle du Frolina, peut-être qui prendront la parole après pour nous faire un témoignage là-dessus. Donc, le Frolina va essayer de faire la guerre au régime de Tombalbaye et en 68, la France sera appelée au secours. C'est pas seulement en 2018 ou en 2019 ou 2008 que les Français viennent pour nous aider. Ça a commencé depuis 1968. Tombalbaye a reçu un renfort de Paris qui l'a aidé à combattre le Frolina. Le Frolina était un mouvement insurrectionnel armé, mais très résistant, qui n'a pas été vaincu comme ça. Par la suite, la guerre civile était née. En 70, Paris s'est retiré et Tombalbaye s'est senti délaissé. D'où la naissance d'un autre mouvement révolutionnaire. Souvenez-vous dans certaines des photos, des images de notre ancien président ou le premier président, vous allez constater qu'il se réclame africain et authentique. Le mouvement de l'authenticité. Le mouvement pour la révolution culturelle. Quand Paris s'est retiré, Paris ne voulait plus aider Tombalbaye, alors la question de l'authenticité et de la culture tchadienne était née. À cette époque-là, également, il fallait, le nom de N'Djamena a changé, le nom de Sarr a changé. Si vous vous appelez Mohamed, vous changez également vos noms. Tombalbaye s'appelait François, il est devenu aussi Nyarta. Et ça a donné ce que ça a donné jusqu'au coup d'État d'avril 75 par les officiers, puisqu'ils livraient également la guerre à ses propres officiers, qu'ils les traitaient de n'importe comment. La guerre civile a continué dans ce pays après le coup d'État. Il y a eu les accords de Kano 1 et Kano 2 qui ont engendré la naissance d'un gouvernement qui s'appelle le GUNT, le gouvernement d'union nationale, dirigé par un de nos compatriotes, M. Boukouni Wedei, qui était président à cette époque-là. Après, le GUNT a vacillé, un lieutenant ou ministre de la Défense du GUNT s'est rebellé et est reparti encore créer d'autres situations pour venir reprendre le pouvoir à N'Djamena en 82. Il s'agit de notre compatriote Hissène Habré. Hissène Habré a stabilisé l'État tchadien. Durant 8 ans, sa gouvernance a duré 8 ans, il a essayé de jeter les bases d'une constitution, mais d'abord, il a fonctionné avec une charte. Il a promulgué une charte qui fait office de constitution et qui a organisé le pouvoir en République du Tchad. Parce que les affres de la guerre se sentaient encore sur le poids de l'État. Donc, Hissène Habré va proposer aux Tchadiens en 89, à 1 an de sa chute, il a proposé un texte constitutionnel qui a été voté par le référendum du 10 décembre 1989. Mais cette brève constitution n'a pas vraiment existé. Elle n'a pas évolué dans la mesure où le Parlement issu de ces consultations-là n'a pu fonctionner. Le premier président de ce Parlement, c'était notre ancien Premier ministre, Jean-Baptiste Alingué, qui est empêché. On l'a invité, il devait être là aussi, mais il est empêché. Donc, vous voyez, cette brève constitution n'a pas organisé notre État. Un autre lieutenant du système prend d'assaut la frontière et revient avec un mouvement qui s'appelle le mouvement patriotique du salut. Regardez, entre 10 décembre 89 et le 1er décembre 89, le Parlement n'a pu fonctionner, les institutions de la République étaient suspendues, le gouvernement était dissous, y compris le Parlement. Donc, nous avons vécu dans une forme de transition. À partir de 1962, il faut aller, c'était la Deuxième République, qui va jusqu'en 89 en principe. En principe, c'était une nouvelle constitution, mais elle n'a pas fonctionné. Je vous fais l'économie de la guerre civile. Donc, la transition qui allait à partir de la prise du pouvoir du MPS a débouché également sur
une conférence nationale souveraine dont certains témoins vivants de cette époque sont dans cette salle également. Donc la conférence a recommandé l'élaboration d'une nouvelle constitution qui a été votée le 31 mars 1993. Ce qui nous amène, du point de vue juridique, politique et historique, à quitter la constitution de 1962 pour entrer dans un nouveau régime politique et une nouvelle république qui s'appelle la Troisième République, qui commençait à partir du 31 mars 1996. Cette constitution a survécu juste une vingtaine d'années, en moyenne 22 ans. Il y avait des raisons qui sous-tendaient un peu la fragilité de cette constitution, où nous avons constaté des institutions budgétivores ou des institutions qui ne pouvaient pas aider l'État. Également, il fallait déboucher avant la mise d'une nouvelle constitution, passer par la case des discussions. Et ce qui a donné lieu au Forum national inclusif, qui a permis aux Tchadiens de différents bords de discuter, également recommandé au Parlement de mettre en place une nouvelle constitution, celle de la 4e République. Donc, en tout et pour tout, première constitution 31 mars 1959, deuxième constitution avril 62, troisième constitution 31 mars 1996, quatrième constitution le 4 mai, promulguée, votée le 30 avril. Parce qu'il y a des députés ici, dans la salle, ils ont voté cette loi que le gouvernement a soumise le 30 avril et le 4 mai, par une loi constitutionnelle, le président de la République a promulgué. Seulement, nous retrouvons la racine du mal qui a commencé en 62 pour constituer un présidentialisme fort. Ce présidentialisme, il supprime la primature, la médiature et également il absorbe le Conseil constitutionnel qui devient une chambre de la Cour suprême. Voilà un peu de façon rétrospective l'histoire constitutionnelle de notre pays que je voudrais partager avec vous ce matin. Je vous remercie de votre aimable attention. Je reprends la parole pour parler d'autre chose. Effectivement, comme nous fêtons le 31e anniversaire de la proclamation de la République, nous allons nous pencher un peu sur quelques symboles importants de la République. Je suis sûr que le drapeau tchadien, vous le voyez tous les jours, de façon un peu furtive, mais je suis sûr que vous ne l'avez pas examiné de près. L'hymne national, vous le chantez, vous entendez que le chante, mais je suis sûr que vous ne l'avez jamais vu de près. La même chose pour les armoires. Et donc, le symbole aussi de l'administration tchadienne qui est Kélu. L'emblème national, je commence par le drapeau, l'emblème national du Tchad a les spécifications suivantes. Il se compose de 3 couleurs suivantes. Bleu, or, et non pas jaune. Rouge. Il a été choisi par le dernier gouverneur français du Tchad, M. Troadec. Il a été adopté le 6 novembre 1959. Le 6 novembre, rappelez-vous tout à l'heure, par rapport aux différents actes constitutionnels. Le référendum a eu lieu le 28 septembre 1958. La proclamation de la République a eu lieu le 28 novembre 1958. On a formé le premier gouvernement provisoire, celui de Liged, celui de Saoulba, celui de Koulamala, et enfin celui de Tombalbaï en mars 1959. Et donc, c'est après la première constitution
qui a été adopté le 31 mars 1959, et donc, M. Tombalbaye, on a pensé maintenant aux prochaines indépendances, et donc il fallait concevoir un drapeau. Et donc, mais entre-temps, on n'est pas encore indépendant. Pendant presque une année, on a toujours le gouverneur qui est au-dessus du reste du gouvernement. Et le dernier gouverneur a proposé, d'ailleurs c'est la même chose qui s'est passée un peu partout dans les pays africains, maintenant colonisés par la France. C'est parmi les ex-territoires français, celui qui ressemble le plus à celui de la France. Vous voyez un peu? Excusez-moi pour le... Vous voyez, c'est exactement la même position que celui du drapeau français, sauf que le jaune a remplacé le blanc a remplacé le... Non. Le jaune a remplacé le blanc. Voilà. Il ressemble plus à celui de la métropole. Si vous regardez les autres pays, les drapeaux des autres pays, on a souvent le vert. Vous voyez, le Cameroun, le Sénégal, le Mali, etc. Il y a souvent un jeu entre vert, jaune et rouge. Mais là, c'est bleu, or et rouge. Eh bien, pourquoi M. Troadec a choisi le jaune? Ça symbolise l'or, ça symbolise en fait le Sahara. Vous savez que dans les relations entre la France et le Tchad, je parlais tout à l'heure du rôle primordial que le Tchad a joué dans la réponse au général de Gaulle, dans la libération de la France et plus particulièrement de Paris. Et donc il y a un aspect sentiment très proche entre les autorités françaises de l'époque et le Tchad. Nous passons à... et donc ce drapeau a été choisi par M. Troadec et accepté par le président Tombalbaye. Et la première fois qu'on l'a présenté, c'était justement le 11 août 1960, à l'occasion de l'indépendance. Et c'est une... Monsieur Abid Artin en parle dans son livre et dans un documentaire que j'ai eu à réaliser. Effectivement, il s'agit, à l'image de Marianne pour la France, de le présenter pour la première fois le jour de l'indépendance, enveloppant une Tchadienne. Et c'est une femme, je sais que tout le monde l'a oublié, elle s'appelle Asseini Hamid. Elle est décédée il y a quelques années, personne n'a fait ça. Vous savez comment ça s'est passé? C'est-à-dire que, comme le disait M. Abid Artin, il y avait Abid Artin qui était président du comité d'organisation de la fête de l'indépendance. Et il voulait donc, il a donc proposé ce scénario, on sort du camp Koufra sur une voiture, une femme enveloppée de ce drapeau. Il semble que les Daoméens, comme disait M. Abid Artin, ont fait un complot, ils ont glissé une de leurs filles pour qu'elle présente le drapeau. Et M. Abid a été informé, et à la va-vite, parmi la foule, il s'est retourné, il a trouvé une fille, il l'a mis au-dessus de la voiture, et c'est elle qui a représenté notre Maria. Deuxième élément concernant donc le symbole de la République, c'est l'hymne national. L'hymne national du Tchad a été commandé par le président Tombalbaye à un prêtre qui s'appelle M. Gidron, de l'école qui se trouvait à Port-à-Chamboul. Et
La musique a été faite par M. Paul Villard, un autre prêtre, aussi qui se trouve dans cette même école. Et le problème qui se pose, c'est que, en pensant à ce qui est en train de se passer au Niger, c'est sûr que vous avez entendu parler de ça il y a quelques jours, quand le prêtre avait présenté le texte demandé par Tomolbaï, il y avait cette phrase que le président Tomolbaï a changée. Parce que, fidèle à tes ancêtres qui te regardent. C'est une vision un peu animiste des choses. Et donc, le prêtre n'était pas d'accord, mais bon, c'est le premier ministre à l'époque, il a imposé. Deuxièmement, cet hymne, la plupart des gens ne connaissent que les deux premiers strophes. Eh ben, il y a une suite qu'on ne chante pas, et que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il parle, ça existait au départ, mais c'est le président Tomolbaï qui l'a supprimé parce qu'il fait allusion à la race du Nord, à la race du Sud et d'autres. Et donc, ils ont estimé que ce n'est pas très bon pour l'unité nationale, d'autant plus que le président Tomolbaï, en 1962, quand il a mis en place une nouvelle constitution, celle qui est celle du parti unique, il a pensé que le parti unique doit servir de créneau pour l'unité nationale et que le multipartisme favorise plutôt les problèmes et crée la division. Et c'est dans ce sens qu'on a mis sous silence cette partie. Officiellement, ce n'est pas supprimé, mais jusqu'aujourd'hui, on ne chante que ces deux parties. Donc, les trois autres couplets sont complètement ignorés, sans qu'aucun texte ne les supprime officiellement. Et ce sont les élèves de l'école donc Saint-Paul de Fort-la-Chamboul qui ont été les premiers à s'entraîner et à chanter ces chants patriotiques pour le pays. Nous avons un autre symbole qui est les armoiries. Là encore, je suis sûr que vous le voyez tous les jours, mais vous ne l'avez jamais examiné, vous ne l'avez pas examiné de près. De quoi il est constitué. Vous voyez un peu, ces armoiries, c'était pas l'original, les armoiries originales. C'est le Tomolbaï qui les a changé en 1970. De l'indépendance jusqu'en 1970, il y avait d'autres armoiries, et c'est le président Tomolbaï qui a changé pour adopter celle-là. Et elle reflète les trois couleurs du drapeau. Vous voyez un peu, on retrouve le bleu, on retrouve l'or, on retrouve l'or avec une composition que vous voyez. Donc, il se compose d'un écu de 8 pièces, 4 or et 4 bleus. Donc, il est accompagné d'un soleil levant en rouge et soutenu par un lion et une chambre de deux côtés. Et sous l'écu se trouve la médaille de l'ordre national du Tchad, surmontée de la devise. Unité de travail du président. La devise aussi pose un petit problème, comme le drapeau d'ailleurs. Je me rappelle, pour revenir au drapeau, qu'en 1960, quand le Tchad a pris son indépendance, un autre pays a exactement le même drapeau. C'est la Belgique. La Roumanie, pardon. C'est la Roumanie, excusez-moi. C'est la Roumanie. Et le problème était posé jusqu'à l'ONU, mais finalement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La Roumanie a maintenu son drapeau et nous avons maintenu le nôtre aussi. Eh bien, pour la devise, c'est la même chose. Le Congo-Brazzaville a la même devise aujourd'hui. Unité de travail pour vous. On a le Burundi qui a la même devise et le Cap-Vert. Donc vous voyez un peu ces devises-là qui portent un peu. Nous avons aussi un autre symbole, c'est celui de Kembo, qui est donc le symbole de l'administration, et donc on la retrouve sur les différents cachets et autres.
Et nous n'allons pas nous attarder sur la personne de Kelly. Je crois qu'une exposition a été faite il y a quelque temps à l'ENA ici, concernant donc l'histoire de Kelly. Et évidemment, nous avons d'autres décorations, nous avons d'autres symboles de l'État, et c'est exprès que j'ai porté pour la première fois, parce que je l'avais depuis des années, mais je ne l'ai jamais porté, une sorte de famille de décoration. Et donc, pour vous dire, pour que mon collègue militaire revienne sur effectivement ces aspects, drapeaux, armoiries et autres. Moi, j'ai donné seulement l'aspect historique, comment ça s'est constitué, pourquoi et comment. Je vous donnerai la suite. Je vous remercie. Je suis militaire. Nous allons parler le langage militaire. Je remercie également le docteur Mansalé. Je remercie mon collègue le docteur Ousmane de tout ce qu'ils ont présenté. Je crois que ça reflète la réalité de ce que nous allons venir sur le drapeau, la présentation du drapeau et la cérémonie de levée des couleurs. Dans la traduction, avant toute chose, je remercie le directeur général de l'ENA qui, par sa propre initiative, a porté son choix sur l'armée nationale tchadienne qui doit présenter le drapeau ici, et par l'entremise du génie qui est sa maison mère. Excellence, M. Emmanuel Nadigar, Premier ministre du Tchad, honorable député Ali Letou, honorable député et douanier, Ouchar Tribodi, conseiller diplomatique à la présidence de la République, M. Achek Oumar, les représentants du COMGENIO, colonel, le commandant de l'école de santé militaire, les anciens de l'ENA, honorables invités, élèves, au nom de l'armée nationale tchadienne en général et au nom du COMGENIO en particulier, je transmets fidèlement mes salutations à tout le monde. La présentation du drapeau, je ne voulais pas me tarder beaucoup plus parce que le docteur Mamasale a déjà expliqué d'une manière détaillée la présentation du drapeau et son historique, les symboles de la nation. Il en a beaucoup parlé et nous allons beaucoup plus nous appesantir sur son importance. Historiquement parlant, le drapeau national, convaincu de l'aspect physique, environnemental et social, le dernier gouverneur colonial en la personne de René Troadec avait porté son choix sur 3 couleurs, à savoir bleu, or et rouge. Et le choix n'est pas gratuit. Ça a un sens. Dans le sens, le bleu représente le ciel et les cours d'eau. L'or ou jaune, c'est le sable du désert. Le rouge représente le sang de ceux qui se sont donnés en sacrifice pour la vie de cette nation.
vous allez voir que dans la présentation du docteur, il a parlé d'une histoire qui nous a attirés tous. Le désert est un événement important qui s'est déroulé au désert. Et ça fait l'objet également d'un nom de baptême au camp militaire. On a construit le camp Koufra. Ce n'est pas gratuit. C'est par rapport à une situation qu'on a donné ce nom. Le Tchad a obtenu son indépendance par un sacrifice ultime. Il faut reconnaître aussi que par là, le désert a servi de beaucoup de théâtre pour la paix de cette nation. Et si l'ancien Adoudou a relaté une chanson après le Tchad, l'Angleterre et la France. C'est la France qui est l'auteur, qui est à l'origine même des hostilités. Mais c'est le Tchad qui a payé d'abord plus. On a perdu beaucoup de hommes. Après le Tchad, c'est l'Angleterre. Après l'Angleterre, d'abord la France. La France est venue en troisième position là-bas. Au prix de sacrifice. C'est au prix de sacrifice que le Tchad a libéré la France. D'abord, son propre territoire. Si vous avez suivi avec intérêt, comme moi j'avais suivi l'historien, les successions de la République du Tchad, les Tchadiens ont consenti d'énormes sacrifices pour la paix, non seulement pour le Tchad, mais dans le monde. En commençant d'abord la France et en Afrique, particulièrement au Tchad. Pour que le Tchad retrouve l'intégrité territoriale de sa nation, il a fallu d'énormes sacrifices. Et là, le président Hissène Habré a passé tout son temps pour conquérir la bande d'Aoud. Mais il n'a pas pu. Les processus judiciaires ont été engagés pour arriver et c'est Idriss Déby qui a finalisé. Vous voyez un peu dans l'histoire que j'avais suivi de bout à bout avec le docteur Ousmane, arrivé à un certain niveau, le président Idriss Déby, qui était un officier de carrière, a senti en lui le besoin réel de ce pays. Ce besoin réel du pays, c'est la paix, la liberté. Et c'est le premier mot que son Excellence avait prononcé lorsqu'il a fait son entrée à N'Djamena le 4 décembre 1990, que tout le monde a entendu. Soucieux de l'avenir de ce pays, il s'est engagé corps et âme en tant qu'officier militaire pour le drapeau, en respectant la dernière couleur qui est le sacrifice. Un bon soldat, il l'a fait. Et nous sommes parvenus, presque aujourd'hui, nous sommes arrivés à combien des années? Presque 30 ans, n'est-ce pas? Dieu merci, dans les 10 dernières années,
nous sommes quand même en paix, n'est-ce pas? Un officier a respecté la dernière couleur de sa patrie. Les symboles de la République. Les symboles d'une nation sont des signes distinctifs choisis conformément aux réalités qui définissent les pratiques clés du développement, la force et les mesures d'un peuple, les mœurs d'un peuple. En effet, il est indispensable pour un futur administrateur, cadre du pays et même aussi et surtout futur officier de réserve d'être à mesure de distinguer les symboles de son pays avec ceux d'autres nations. Voici les principaux symboles du Tchad qui sont: nous avons le drapeau, l'hymne national appelé la tchadienne, la devise unité, travail, progrès, les sceaux, les armoiries. Et le docteur a expliqué amplement déjà les armoiries et les sceaux, et nous allons voir militairement les signes, les insignes militaires des différents corps ou différents services. Ainsi, de l'armée de terre. Vous voyez, à l'intérieur de ce cercle, il y a deux couteaux de jeu qui ont fait dos. À l'intérieur, c'est une lance qui représente ici les défenses, n'est-ce pas? C'est avec nos armes que nous avons obtenu notre liberté. Le Tchad obtient sa liberté par ses armes, non seulement ici au Tchad, mais aussi dans d'autres pays. Le blé que vous voyez à l'intérieur, en temps de paix, l'armée participe également au développement du pays. Donc, nous participons aussi au développement du pays. Souvenez-vous d'un détachement du génie militaire basé à Bangor et à Baltram, qui réalise beaucoup de choses sur le plan agriculture. Ici, c'est l'armée de l'air. Voici c'est les insignes de l'armée de l'air. Les deux gazelles, la tête des deux gazelles que vous voyez ici représente d'abord les avions de chasse d'entre-temps que les Français utilisaient, et c'est un appareil vitré que les Français utilisaient pour le bombardement. Les lances, ça représente notre arme, l'armée nationale tchadienne. Et c'est pour la première fois que les Français nous ont donné ce symbole pour créer notre unité qu'on appelle armée de l'air. Ici, c'est la gendarmerie nationale. En plus des bleus, on a ajouté également la tête de lion. Sous la tête de lion, vous voyez une balance. La gendarmerie est l'auxiliaire de la justice. Ici, c'est la garde nationale et nomade. Les mêmes insignes se présentent, mais à la tête de nos trois armes, il y a étoile, garde nationale et nomade. Ici, c'est l'insigne du groupement des écoles militaires interarmées Génuan, qui est un groupement
regroupant 10 écoles. Et Gémion ici représente le miroir de l'armée nationale tchadienne. Ici, c'est la police. La police nationale, vous voyez, à l'intérieur de cette insigne, c'est un oiseau, n'est-ce pas? Pigeon, qui représente la paix. La police nationale assure la paix à l'intérieur du pays. Mais si les étudiants de l'université voient cette insigne, ils sont allergiques. Hein. Ils sont allergiques à la police nationale, mais en réalité, la police nationale est un agent qui assure la sécurité. Ça aurait été, vous, à la place des policiers, le travail qu'ils font, c'est un travail délicat, mais c'est pénible. Ils sont obligés de faire. Si ce n'est pas ça, le désordre va s'installer. Les gens confondent beaucoup de choses. Quand on parle de la démocratie, les gens confondent la démocratie au désordre. Mais ce n'est pas ça. Les anciens, les doyens sont là. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et à ce titre, les gens pensaient que c'est un laisser-aller, mais ce n'est pas un laisser-aller. Il y a d'abord la maîtrise de soi. Il faut se maîtriser. Bon, parlons d'abord de l'importance du drapeau. Étant un signe d'union, le drapeau de notre patrie, il définit en outre l'aspect physique de notre environnement et notre engagement pour la défense de la patrie. Il témoigne l'engagement d'abord pour le service et le drapeau est un signe également du développement socio-culturel. Il est présent partout où besoin sera. C'est-à-dire, on peut implanter le drapeau dans les édifices publics, les ministères, les écoles, les hôpitaux, les ambassades, les véhicules de haute autorité. Mais pourquoi? Le drapeau est présent aux passations du commandement dans le cadre militaire, passation de service dans les ministères. Pourquoi le drapeau est présent partout? Le drapeau, ici, si nous voyons la présence du drapeau témoigne de l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, nous devons respecter l'autorité de l'État. Et ce n'est pas un fait au hasard. L'autorité de l'État est une institution divine. Il y a un livre saint qui dit, je cite, que tout homme se soumet aux autorités suprêmes, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Fin de citation. L'autorité de l'État, c'est une institution divine. Le drapeau représente l'autorité de l'État.
vous êtes nommé au poste de responsabilité, le ministre ou le gouverneur, le préfet ou le sous-préfet, assure ou le chef d'état-major général des armées vient présider la passation du commandement ou bien de service. Il prend le drapeau. La main droite en haut, la main gauche en bas. On remet le drapeau à l'autorité qui préside. Je suis le responsable sortant. Je remets le drapeau à l'autorité qui préside la cérémonie. Il prend le drapeau, il remet à l'autorité entrant. En remettant simplement le drapeau à l'autorité, qu'est-ce que le drapeau dit? Le drapeau est en train de parler. Tu m'as servi avec loyauté. Aujourd'hui, tu passes à une autre personne qui va me servir. Et là, l'autorité prend et remet au responsable montant. Merci de la confiance que tu m'as placée. Je jure de te servir avec loyauté. Et ça dépasse le serment. Et lorsque le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, il s'entend l'importance du service de l'État, il demandait simplement aux gens de lever la main droite avant d'accéder au poste ministériel. Ça fait un problème, n'est-ce pas? Oui, lui, il se sentait toujours dans sa peau militaire. Dans sa peau militaire, tout ce qu'on lui demande de faire, il le fait. Que les ordres soient exécutés littéralement sans hésitation ni murmure. Et pour lui, les autres personnels de l'État, comme fils de ce pays, ils peuvent également servir le pays avec loyauté. Mais dans notre armée, c'est le drapeau qui représente notre serment. Les hautes autorités, le drapeau représente notre serment. Et si on te remet le drapeau, dans ta poste de responsabilité, et qu'après cela, tu racles tout à ton passage, c'est ton problème. Le pays est en train de regarder. Voilà. Et vous allez constater que le petit vidéo que nous allons voir tout de suite pour illustrer notre présentation du drapeau et la levée des couleurs, ça explique beaucoup de choses et nous allons regarder attentivement. Avec la permission de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le DG de l'ENAM, avec votre permission, si la levée des couleurs va se passer, avec votre permission, est-ce qu'on peut se lever? Merci, merci Excellence. Vous allez voir dans les trois qui filment ici, qu'est-ce que le soldat a fait après la levée de couleurs, ce qui s'est passé, et à la fin, la nation tchadienne a honoré le corps du soldat qui a servi le pays avec abnégation dans la droiture. Ça, c'est la préparation de la levée des couleurs. Le deuxième servant ici,
il empêche le drapeau de toucher le sol. Celui qui est chargé de couleur, c'est lui de l'autre côté là-bas. Il tient la levée de couleur. Merci, je vous en prie. Merci. Excellence, veuillez m'excuser. Honorables invités, je crois que c'est par réflexe, je ne vous ai pas donné des ordres, mais c'est par réflexe que... Merci beaucoup. Oui. Ici, c'est la passation du commandement. Le chef d'état-major premier adjoint qui passe le commandement au CEMAT entrant. Il salue le drapeau. Il reprend le drapeau avec l'autorité. Regardez sa main, c'est la main droite en haut, la main gauche en bas. Tu as placé ta confiance en moi, je vais te servir avec loyauté. Voilà. Et là, le port-étendard repart avec le drapeau. Ici, passage des revues, la revue de troupes du chef d'état-major général des armées. Une fois que le drapeau est déjà ici, levé, le chef d'état-major général des armées passe la troupe en revue. Également, pour encourager le soldat qui est sur le champ de bataille, le chef d'état-major général des armées a effectué un déplacement personnel. Ça, c'est la revue des troupes récentes à Miski. Le soldat tchadien est déterminé pour remplir sa mission, qui est celle d'assurer l'intégrité territoriale de sa patrie. Et à la fin, c'est le corps soldat de la paix qui passe maintenant la revue des troupes. Et ce jour-là, ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni le député ne passe la revue des troupes, sauf le convoi funèbre. Et là, son corps est honoré par la nation tchadienne. Le drapeau, d'abord sur le véhicule, vous voyez sur son cercueil, il y a le drapeau. Merci. Pour clore cette partie de notre drapeau, le drapeau représente la nation tchadienne, il représente également l'autorité de l'État. Le drapeau est un signe d'union. Et ce signe d'union, vous avez constaté les trois couleurs différentes qu'on a cousues et ça forme déjà un seul corps. Les Tchadiens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, tous, nous allons former un seul corps pour construire notre nation. Et en respectant l'autorité de l'État, nous respectons également la volonté de Dieu. Ce beau pays, c'est Dieu qui nous a donné, il nous a placés ici et
Dieu nous a établi son autorité sur cette terre-là. Nous respectons l'autorité de l'État, nous respectons la volonté de Dieu. Merci. Je vous remercie. La seconde partie, c'est des échanges. Nous commençons d'abord par donner la parole à nos illustres invités pour apporter des témoignages, des contributions sur ce qui a été dit en termes de valeurs, en termes de respect de l'autorité de l'État et des conseils éventuellement vis-à-vis des élèves de l'État. Nous allons donner peut-être la parole à son Excellence M. Naël Adinga, ancien président du Tchad, honorable député, Koulikou, le doyen, Sarkozy, Achef Noumar, et bien d'autres qui souhaitent l'apprendre. Nous allons, comme je l'ai dit, commencer d'abord par nos illustres invités. Merci, monsieur le modérateur. Avant tout, je voudrais vous féliciter pour l'initiative qui a été prise. Je voudrais aussi féliciter le panel de conférenciers qui sont ici par les brillantes présentations. Nous avons tous besoin de connaître l'histoire de notre pays. Je crois que lorsque nous avons suivi les différentes présentations, les différents exposés, personnellement, j'ai découvert une fois de plus combien notre pays est riche en histoire, mais aussi une histoire émouvante. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment de la stagnation. Et nous avons parlé des différentes constitutions de la République, des différentes républiques. Lorsque nous examinons le contenu, nous nous rendons bien compte que nous sommes toujours en quête, n'est-ce pas, de la stabilité de notre pays, en quête de la paix pour notre pays, en quête de l'expression libre, la liberté, n'est-ce pas, d'une vie communautaire et qui assume son développement. En la matière, je crois que l'histoire nous a appris ici, de tout ce que nous venons d'entendre, que notre peuple doit être un peuple fier parce que il a toujours été équipé, il a toujours eu la volonté, il a toujours eu l'engagement de s'assumer vis-à-vis de tout ce qui l'entoure, de s'assumer vis-à-vis de sa existence, de sa survie. Parce que si nous parlons des victoires rencontrées dans notre pays, dans les autres pays, je crois qu'on voit là beaucoup de valeurs en nous. Et pour l'histoire, je vous dirais, à travers les postes que j'ai assumés, lorsque j'étais ministre de la Défense nationale, nous avions eu un sommet au Sénégal, en mémoire de la reconnaissance de tous ceux qui ont combattu pour la libération de la France. Je crois que je devais être là aussi. On avait été entouré de plusieurs historiens. Notre revendication, c'était de faire comprendre quand même que c'était le Tchad qui était en avant. Parce qu'on fait comme si le Tchad n'existait pas dans cette histoire, là où on était dans la mêlée. Et ce terme de frère sénégalais, là, on dit là, le tirailleur sénégalais, là, donnait l'impression que c'était le Sénégal toujours qui était au devant, n'est-ce pas, et les autres qui suivaient. Mais je crois que notre but en ce moment était d'éclairer. Hein, c'était en présence de notre président, le président de la République. C'était de bien faire comprendre que le Tchad était au premier plan et qu'il fallait lui reconnaître cela.
De là, je crois qu'il y avait plusieurs revendications qui ont été faites, qui ont été suivies, mais bon, voilà. On n'en est peut-être pas arrivé encore à tous les objectifs qu'on voulait atteindre par là. Et je crois que c'est aussi un sujet de fierté pour nous. Un sujet de fierté pour notre pays. Il faut dire aussi que à travers ce que nous venons de suivre, cette quête de la paix, cette quête de la liberté et cette quête de la stabilité de notre pays, qui est tout un enseignement dans notre propre histoire. Et à travers notre histoire, nous devons nous rendre compte également que nous disposons des équipements nécessaires, n'est-ce pas, à cette paix. Et il faut donc cette grande volonté. L'histoire des constitutions, la République vue comme une communauté, nous vivons ensemble, etc. Je crois que nous enseigne d'avoir des structures, d'avoir des dispositifs, n'est-ce pas, où notre peuple se sent concerné par notre gouvernance, notre administration, et que nous soyons aussi sûrs dans nos programmes politiques de mener notre programme vers le développement qui prend en compte, n'est-ce pas, les forces de notre peuple. Et je voudrais que pour nos jeunes administrateurs, que nous retenions que assumer notre mission telle qu'elle nous est présentée, c'est connaître d'abord l'histoire de notre pays, c'est connaître l'histoire de nos communautés. Et je crois que tout ça, c'est dans l'enseignement. Si nous devons donner quelques conseils, c'est que je pense à travers les différentes réformes qui se font, nous avons dans la pratique encore beaucoup d'efforts à faire. Et je crois que c'est à cela que je voudrais attirer l'attention des jeunes administrateurs. Nous apprenons ce pour appliquer. Ce sont les outils qui doivent nous servir, pas pour nous, mais pour la République, pour le pays, pour notre communauté. Ça, c'est important. J'ai eu le sentiment souvent que quand on est responsable, on oublie même les principes élémentaires qu'on doit investir, n'est-ce pas, dans notre responsabilité. Mais nous sommes des humains, n'est-ce pas? Nous devons apprendre toujours à nous corriger, nous devons apprendre toujours à faire mieux. Il y a ce que nous apprenons à l'école, il y a ce que nous apprenons par la pratique. Mais si nous revoyons notre histoire avec les erreurs que nous commettons, si nous revoyons dans notre histoire les succès que nous pouvons porter, à l'exemple de notre fait, que nous l'assumons à nous-mêmes, ça c'est des victoires. Mais aussi, quelque part, nous avons dit que, je crois que le conférencier avait dit tout à l'heure qu'à partir de 1962, quand nous sommes passés du régime parlementaire au régime présidentiel dur, et en 1962, nous avons commencé par créer le problème à notre pays. Pourquoi nous devons tirer aussi une leçon à cela, n'est-ce pas? Quel genre d'administration, quel genre de gouvernance nous faisons. Et je crois que c'est ça qui a soulevé tous les problèmes que nous avons, rébellion et autres, tout ça. Nous recherchons la paix aujourd'hui. Et il est bon que nous puissions capitaliser, n'est-ce pas, tout ce que nous avons entendu comme ressources qui doivent nous permettre d'aller de l'avant. Voilà ce que je peux donner comme question et peut-être une invitation. Je vous remercie, monsieur le directeur du point. Je vous félicite. Honorable député Ali Kouloutou, ancien
l'élève de l'ENA du Tchad. Merci, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Doyen des députés, Monsieur le Conseiller du Président de la République chargé des Affaires étrangères, le corps professoral, chers cadets. Moi, je suis très ému. La fierté qui me couvre, vous mesurez. Monsieur le Directeur Général, vous nous faites beaucoup de la fierté. Je demande aux cadets de faire un coup d'applaudissement et un coup de boucle aussi pour votre directeur général. Pourquoi je me suis levé devant vous pour prendre la parole? Parce que c'est très important. Ce que je voudrais vous assurer, Monsieur le Directeur Général, vous avez eu la chance qu'un ancien élève de l'ENA qui devient président de la majorité à l'Assemblée nationale. Tout ce que je voudrais vous assurer, toutes les réformes que vous voulez, toutes les lois que vous voulez pour changer, pour apporter un plus pour l'ENA, on vous donne tout de suite que nous allons faire. Et nous allons le faire avec plaisir. On va vous assurer ça. Deuxièmement, ce que je voudrais vous dire, mes chers cadets, moi j'ai fait le mur. Je suis venu un jour sans micro vous dire quelque chose ici et je voudrais le répéter. Nous, on est formés pour servir la République. La République, c'est un tout. Mes chers cadets, le repli identitaire, le cousinisme, le sectarisme, le népotisme, le régionalisme. La tribune est bien indiquée pour vous dire ça. C'est pas pour nous. Nous, on a été formés pour servir la République. Vous avez vu comment les éminents panélistes, les éminents conférenciers ont intervenu pour nous expliquer comment est fondée la République. Comment on est arrivé. Quels sont les péripéties, quels sont les parcours que le Tchad a connus pour que le Tchad aujourd'hui est devenu un pays en vie. Un pays qui fait aujourd'hui secours aux autres. On n'a aucun intérêt de repartir à la case de départ, diviser le pays, faire quoi que ce soit. Il faut s'unir. Moi, ce que je vous demande, il faut que nos cœurs là soient unis pour notre pays. Et c'est très important. Deuxièmement, bientôt vous serez déployés sur le terrain. Moi, j'ai eu la chance d'être sous-préfet à l'âge de 24 ans. Ce que vous connaîtrez sur le terrain est très difficile. La situation que vous allez vivre sur le terrain, votre cousin est ici, votre belle-mère est ici, les autres cousins lointains sont là-bas. Sebi Bokor est là dans la salle, il a servi comme moi. Il est mon promotionnaire. Ce que vous allez vivre sur le terrain demain, c'est très difficile que vous allez avoir une maîtrise de soi pour prendre des décisions objectives pour la République. Donc, moi je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais je voudrais juste poser une petite question au Dr Ousmane. Vous avez dit renverser Gonzebe, renverser Kolomala. Le mot renverser est trop militaire. Mais juste pour éclairer la salle ou l'amphithéâtre, renverser par qui? C'est les militaires qui ont renversé, il faut que les cadets sachent ça. Ou bien la majorité qui est à l'Assemblée
qui a voté de loi pour renverser le Premier ministre. Ça, c'est très important. Très important que dans 4 mois, dans 3 mois, tous les gouvernements ont été renversés par qui l'armée a joué quel rôle. Elle est dans la caverne ou bien elle a contribué multement pour un groupe. Pour finir, vous avez eu la chance de tous les éminents professeurs, des anciens ministres, des anciens cadres de ce pays, de faux cadres. Par exemple, des gens comme Abdullah, des gens, mon professeur, l'autre a eu, docteur Tungus, vous avez eu la chance qu'il n'y a pas de grève, il n'y a pas de désordre. Il faut enlever de la tête, mon cher neveu, mes chers cadets. Vous savez, dans la tête, la chose est là. Dans la tête, la chose est là. Il faut s'amender. Le Premier ministre vient de dire qu'il faut s'amender pour prendre de bonnes décisions. Tant que les Tchadiens, moi je ne fais pas la politique devant vous. Je suis un homme politique, mais je parle un ancien devant quelqu'un. Je vous assure, je ne fais pas la politique devant vous. Je vous dis ce que je pense dans mon profond. Que tant que les Tchadiens ne s'organisent pas, ne parlent pas le même langage, ne prennent pas les mêmes décisions, tout ce que nous faisons dans nos régions. Vous voyez ça? Est-ce que le Tchad en a besoin aujourd'hui, au XXIe siècle, de bagarres rangées, de bagarres communautaires, intercommunautaires, intracommunautaires? On en a besoin? On n'en a pas besoin. Donc, juste une petite question. Peut-être que dans mon intervention, j'exprime ce que je pense, je suis très exhaustif, mais c'est ça ce que je pense. Et je vous remercie très sincèrement. L'honorable député aujourd'hui, avez-vous un témoignage, une contribution à apporter? D'abord, j'ai assisté à une journée très fructueuse. J'ai beaucoup appris. Il y a eu des rappels que j'ai oubliés dans ma mémoire que j'ai retrouvés. Ça a été une bonne chose. L'initiative donc d'organiser cette conférence était très nécessaire. Si tu peux le répéter tous les ans, ça serait une bonne chose. Je voudrais m'adresser donc aux élèves régionaux. Il y a un peu de rupture par rapport aux vieux et aux jeunes. Je me souviens, c'est vrai, à l'époque, il n'y avait pas suffisamment de documentation, il n'y avait pas d'internet, que sais-je, etc. Mais il y a un certain moment, les élèves de l'ENAM passaient chez celui-ci ou chez l'autre pour essayer, à partir de leur mémoire, les sujets qu'ils ont retenus, et lui demander des aides de la part de Dieu. Cette fois-ci, je l'en vois. cette fois-ci, ça baisse. En ce moment, c'est trop rare. Je sais que les moyens d'information, tout ce qu'il y avait, les bibliothèques, tout ça, sont là. Mais quand on demande à quelqu'un qui vit les choses, c'est également aussi un apport. Je voudrais qu'il garde le contact avec les lieux. C'est quand même important. Je voulais dire également que je suis vraiment satisfait de voir cette grande institution fondée par M. Lannes continuer. Quelque temps, il y a eu quelques petites difficultés et les choses, je crois, qui sont rentrées dans l'ordre. Je suis très heureux de cela. Mais à travers le débat, j'ai pris des notes, monsieur de questions, c'est-à-dire les présentateurs n'ont rien manqué. Mais c'était une question de spécification. C'est-à-dire, je voudrais dire par rapport à l'emblème du Tchad, qui ressemble un peu au drapeau de Bulgarie, c'est-à-dire il y a eu, comment? D'accord, autant pour moi.
Alors, donc, je peux dire que le drapeau de la Bulgarie à l'époque avait une faucille et un marteau. Ils étaient des communistes. Ça, c'est le signe qui indique le communisme. Ils ont un peu fait le virement. Donc, ce virage les a obligés d'enlever donc la faucille et le marteau. Et comme les couleurs se ressemblent, c'est devenu donc très bien. Mais on a réagi au niveau, je crois, des Nations Unies. Mais la réponse était la suivante, c'est que leur drapeau n'a pas les mêmes dimensions que le nôtre, donc on n'avait pas mis ce que je voulais apporter comme et puis, bon, je suis un peu critique, excusez-moi. C'est vrai, il y a l'administration, l'ancienne, telle que nous avons hérité le pays. De l'administration, il y a les militaires, il y a les civils, etc. tout ça. Mais l'administration, pour moi, le vrai figure des juges, les administrateurs. Et les administrateurs doivent être en administration, aussi bien territoriale, aussi bien nationale, ainsi un peu partout. Ici en France, ce sont les énarques, ceux qui sortent de l'énarque. Donc le plus souvent, ils finissent par la politique, ils finissent par l'administration sociale. Voilà, je voudrais qu'on leur donne l'occasion d'être quand même sur le terrain. Voilà. Alors, ceci dit, je crois que je ne vais pas abuser de votre temps. Je vais donc donner le micro à celui qui me succède. Merci. Monsieur Acher Noumar, souhaitez-vous apporter une témoignage, une contribution? Monsieur Acher Noumar. Merci. Moi, j'ai deux petites choses à dire. D'abord, sur un plan purement émotionnel, souvent, dans certaines presses, quand il y a des grands événements à l'anniversaire, on pose des questions à certaines personnes. Où étiez-vous? Que faisiez-vous à tel temps? Donc, où étais-je? Qu'est-ce que je faisais la veille du 11 août 1960? J'étais élève à l'école primaire de Mhager, capitale du Balkan Est. Et on a appris l'hymne national, on a appris à défiler. Et parmi nos mentors, il y avait un jeune instituteur qui se trouve à côté de moi, M. Oucher Trougoudi. Donc vous comprenez mon émotion après ces décennies de me trouver à ses côtés, moi conseiller diplomatique à la présidence et lui député à l'Assemblée. C'est pour vous dire, vous en tant qu'élève de l'ENA, parmi ceux qui sont responsables actuellement, certains seront vos collègues, car parmi vous, il y a des futurs députés, des futurs ministres, des futurs premiers ministres. Et évidemment, il y a parmi vous le futur conseil diplomatique de la présidence. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que un conseil, nos pays, les pays africains, sont très difficiles. Et toutes les difficultés et les mots qui nous frappent, vous les connaissez. Et en tant qu'agent de l'État, souvent on se trouve face à des dilemmes. Est-ce que ça vaut la peine de se sacrifier alors que le mérite n'est souvent pas reconnu? Souvent les collègues, ils ont d'autres considérations personnelles et intéressées. Et donc je voulais juste vous donner comme conseil de prendre comme point de mire, non pas la récompense ou la punition ou le gain, de cette phrase que je cite approximativement de mémoire, qui se trouve dans l'Ancien Testament, et qui dit « Le travail bien fait contient sa propre récompense ». Merci. Si le représentant de Comgénia, souhaitez-vous apporter un témoignage, une contribution? Allez-y. Merci, monsieur le directeur général de l'ENAM, d'avoir pensé à inviter le GEMIA à cette cérémonie
Pour nous, c'est quand même un signe honneur parce que nous avons de très bonnes relations avec l'ENAM puisque le GENIA forme les administrateurs sur le plan purement militaire. Avant, c'était l'ENAM, magistrature. Maintenant, c'est devenu ENA, mais pour nous, c'est toujours les hommes qu'il faut former. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier mon aîné, le docteur Mohamed Yacoub, qui a fait une brillante prestation et qui nous a rappelé notre histoire. Parce que nous sommes les Tchadiens, nous avons le droit de savoir ce qui se passe dans notre pays et ce qui s'est passé dans notre pays. Donc c'est un rappel qui est extrêmement important pour nous et surtout pour nos étudiants. Ensuite, je voudrais avoir prêché un peu pour ma chapelle pour remercier le capitaine qui a fait une brillante prédiction concernant les drapeaux, les insignes et tout ça. Et je pense que les symboles de la République y étaient. Et donc, un étudiant de l'ENAM a à peu près le droit de savoir le côté militaire. Parce que quand vous allez exercer, jeunes amis, vous allez avoir affaire au COMZON, au COMOPS, à un délégué de l'inspection générale du contrôle d'État accompagné des militaires. Donc si vous connaissez des rubriques élémentaires de l'armée, ça va vous servir dans votre futur. Donc voilà en gros pour cette première intervention. Je suis ému d'être à côté de mon grand frère Richard Tourgoudi, je peux même dire un oncle, et mon autre grand frère qui est Cheikh Ibn Omar, que je connais de longue date et qui a occupé beaucoup de fonctions dans ce pays et qui nous a aidés dans le passé de sortir de l'imbroglio de la conférence nationale souveraine. On s'est retrouvé avec des racines carrées, avec des intégrales pour sortir, seulement avancer dans le Mali, se souvient très bien. Donc voilà, moi je voudrais aussi intervenir sur quelque chose d'extrêmement important. Si on regarde bien l'ensemble de la conférence, et qu'on la regarde sur le plan transversal, qu'est-ce qu'on va dire? Le Tchad a finalement arraché son indépendance avec son sang. On ne nous a pas donné l'indépendance, on s'est battu. Voilà. Et nos parents sont morts. Récemment, on a inauguré à Paris une stèle d'anciens tirailleurs sénégalais. Est-ce qu'il y avait des Tchadiens dedans? Je ne sais pas. Il faudrait qu'on vérifie. Maintenant, on a des gens qui meurent au Mali. Est-ce qu'on a prévu de faire une stèle pour eux? Que l'histoire retienne que des soldats tchadiens sont morts au Mali. Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et il appartient à notre gouvernement de poser ces problèmes de carte sur table. De ne pas le poser sur le plan des contradictions, mais seulement dans la négociation, comme on dit maintenant, gagnant-gagnant, pour que l'histoire reconnaisse le sang du Tchad versé pour la France. Merci. Nous allons poursuivre avec les anciens qui sont derrière. Est-ce que le ministre, l'ancien gouverneur Hassan Abdoulaye souhaite prendre la parole?